Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais attendre quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Je vois des participants arriver. Prenez place, soyez à l'aise. Nous allons passer une heure ensemble autour de cette belle thématique qui est la lutte contre la fraude au virement. Voilà, je vois encore des gens qui se connectent. Merci à tous pour votre présence. Je vais commencer, si vous le voulez bien, avant que tout le monde arrive et s'installe autour de ce format, par faire quelques petites rappels de consignes. Alors, le webinaire sera enregistré, donc vous allez recevoir un replay. Il y a aussi des sondages qui vont arriver au fur et à mesure dans le chat qui se situe à droite. Le premier test, c'est celui de savoir si vous nous entendez bien. Donc, n'hésitez pas à soumettre le vote. Vous puissiez évidemment nous suivre et nous entendre tout au long de cette séance. Et il y aura une séance de questions, mais vous pouvez aussi poser vos questions au fur et à mesure. J'essaierai, si je le peux, de prendre la perche et d'y répondre en temps réel. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire. On va pouvoir commencer par les présentations, puisque vous voyez, on est venu en nombre aujourd'hui. Je vais donc animer ce webinaire. Donc moi, c'est Vianney Pondu, je suis le directeur commercial de Trustper et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notamment Bertrand. Je te laisse te présenter. Merci Vianney. Bertrand Grenier, je suis manager senior au sein du cabinet BNPoint dans sa practice gouvernance, risque et conformité, avec une spécialité sur la transformation digitale des dispositifs de maîtrise des risques en général, en ce compris la mise en place de dispositifs de prévention et de lutte contre la fraude. Merci beaucoup Bertrand. Philippe Manant. Bonjour à tous, Philippe Manant. Je m'occupe au sein du cabinet BNPoint de la practice gestion des risques et conformité. Et nous intervenons effectivement avec Bertrand sur un certain nombre de projets de renforcement du contrôle interne et de prévention de fraude. Merci beaucoup Philippe. Et Christian Lianou. Bonjour, merci Christian. Donc, je suis à la Société Générale, je suis le directeur de l'offre des paiements et de la lutte contre la fraude qui en est associée depuis un certain nombre d'années. Et bien sûr, la lutte contre la fraude est un sujet que l'on suit très fortement. Merci beaucoup pour cette présentation. À l'agenda du jour, nous allons évidemment repartir pour faire un petit tour d'horizon de ce qu'on appelle la fraude au virement, avec quelques chiffres clés. Nous passerons ensuite dans une seconde partie pour vous présenter quelles sont les étapes que nous avons définies pour vraiment réussir un projet de lutte contre la fraude au sein de vos sociétés. On précisera aussi quelques critères de sélection pour que vous puissiez être en mesure de bien choisir votre solution anti-fraude, des solutions qui sont innovantes. Donc on est là aussi pour vous aider et vous aiguiller dans les critères de choix et dans l'atteinte de vos objectifs. Et on finira par un temps de questions et d'échanges. Et c'est pour ça, vraiment, je compte sur vous aussi pour interagir et nous envoyer des questions pour rendre, encore une fois, la séance dynamique. Merci beaucoup. Allons dans le fond du sujet. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'on vous est intéressé effectivement par le risque de fraude au virement, en tout cas, comment s'en prémunir. Vous n'êtes pas sans savoir que ce risque aujourd'hui est tout à fait systémique. L'étude que nous avons faite l'année dernière montre que 50% des entreprises, notamment des grands groupes en France, ont été touchés par une fraude au virement. Donc, évidemment, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il est important pour vous. Il a des impacts qui sont réels et concrets. Donc, c'est important de comprendre quelles sont les origines de cette fraude. Pourquoi aujourd'hui aussi les compagnies ont du mal à se protéger et du coup, comment on peut trouver les bonnes solutions pour s'en prémunir. Je vais distribuer un petit peu la parole puisque nous avons la chance d'avoir des experts avec des points de vue un peu différents sur ces sujets. La réalité de la fraude et pourquoi, quel contexte, il y a des évolutions aujourd'hui par rapport sur le marché que vous voyez, hein, côté banque, côté cabinet de conseil. Quel est un peu votre point de vue et votre. Est-ce que vous pouvez sortir un peu le sondeur de ce qui se passe un peu chez les corporates, peut-être pour commencer, Christian. Alors, ce que l'on constate aujourd'hui clairement, c'est que la fraude, les fraudeurs sont montés en compétences, si on peut dire ça comme ça, et nous avons des fraudes qui sont de plus en plus complexes, structurées, et qui du coup embarquent en fait ces opérations, à partir du moment où elles sont fraudées, vers des destinations plus exotiques, et qui
embarque aussi un modèle de fonctionnement qui complexifie la capacité à pouvoir rattraper le virement qui est parti et en fonction des destinations où les virements ont atterri, de pouvoir les récupérer. Dans le monde de la fraude, il y a ce qu'on appelle le recall fraude et on voit très vite que dans certaines législations ou pays, le recall fait plouf, très simplement. Donc c'est là où aujourd'hui, au-delà de la complexité, des outils que les fraudeurs utilisent et toujours, bien sûr, des modèles à la base qui sont les mêmes, mais qui ont juste donné en fait une dimension différente. La fraude est un sujet qui est aujourd'hui très présent. N'oublions pas que c'est une évolution à plus de chiffres. Vianney a rappelé le nombre d'entreprises fraudées. Donc voilà aujourd'hui le constat que nous faisons au niveau de l'établissement bancaire. Merci beaucoup, Christian. Et peut-être le point de vue un peu du cabinet de conseil qui est auprès du corporate au quotidien. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on constate, on parlait tout à l'heure de 50%, donc une entreprise sur deux qui est victime, qui subit une fraude. Ce qu'on constate également au niveau des profils de fraude, d'autant on a parlé des fraudes internes, en disant que le fraudeur type, c'était la personne de confiance à l'intérieur des entreprises. Et pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on constate aujourd'hui une explosion des fraudes dites externes qui deviennent majoritairement du fait de hackers, de crimes organisés, de tiers également, dans un contexte économique contraint, à ces explosions de fraudes externes qui aujourd'hui représentent 41% des fraudes perpétrées, contre à peine 35 avant, et une régression très nette des fraudes internes, notamment grâce à la mise en place de formations, dispositifs de contrôle interne et de monitoring également plus poussés. Et qu'est-ce qui fait que les fraudes continuent à exister? Alors, parce que là, on parle effectivement à des grands groupes, ont-elles une spécificité dans leur organisation, dans la manière dont elles ont déjà mis des choses en place? Pourquoi est-ce que ce phénomène persiste? Est-ce que vous avez quotidiennement des illustrations autour de ça? Je pense qu'il y a au moins deux points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les grands groupes ont pris un peu de temps avant de réellement prendre conscience en fait de l'impact que peut avoir une fraude, notamment externe, dans leur environnement au quotidien, car comme je vous l'ai dit, les fraudes sont quand même de plus en plus complexes. Donc ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est clairement aujourd'hui, avec le Covid et les environnements de travail qui sont maintenant sur du télétravail, sur de la prise de poste plus facile à distance, on a un environnement qui fait que post-Covid, on a là aussi une capacité au niveau des fraudeurs d'être plus facilement, s'introduire plus facilement au niveau des environnements. Je prends un exemple simple. Si on est par exemple sur la fraude au président, il est plus facile d'aller voir une assistante de direction, un comptable qui est chez lui et de pouvoir effectivement détourner en fait son attention que lorsqu'elle est assise dans son bureau avec potentiellement son trésorier qui est en face. Voilà, je pense qu'il y a des raisons qui sont une des raisons de cette augmentation réelle. Un commentaire également, je parlais tout à l'heure des dispositifs de maîtrise, de contrôle interne qui sont renforcés. On constate également une augmentation de la détection des fraudes qui aujourd'hui, nos sondages indiquent les 2/3 de fraudes détectées par les systèmes de contrôle interne et les outils qui sont liés, en progression de 7 points par rapport à la situation au moment du Covid, donc autour de 2020. Merci beaucoup. Donc, je pense on décrit ici une réalité, le monde change, il se complexifie. Donc ça, je pense que c'est un nouvel enjeu pour les corporates d'y faire face. On observe aussi évidemment que cette prise de conscience, elle s'illustre par des moyens qui sont mis en place. Ces moyens sont-ils efficaces? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Mais en tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle volonté pour les corporates de s'équiper face à ce sujet. C'est à la question, face à ce constat et ce risque, souhaitez-vous vous équiper d'une solution 2023, celui qu'on a mené en fin de l'année dernière. 46% des grands groupes nous répondent évidemment que c'est un enjeu pour eux et qu'ils souhaitent résoudre ce problème-là avec une solution
technologiques notamment. C'est un sujet important qui pose des nouvelles questions. C'est maintenant, effectivement, comment on choisit, comment on cadre ce type de projet et comment on va choisir la bonne solution qui va être adaptée aux besoins, qui va répondre aux objectifs de chaque groupe. Et donc, je vous propose de passer à cette partie-là. Hein. On va essayer de décortiquer ensemble, avec l'expertise, encore une fois, le point de vue de la banque et du cabinet de conseil, ce qui fait la réussite, hein, les ingrédients secrets de la réussite d'un projet de lutte contre la fraude au virement. En premier lieu, vous verrez, on a différents items, hein, on a 5 points clés autour de ça. Je pense que chacun est d'accord pour dire qu'un projet réussi, en général, hein, c'est une question de gouvernance et de cadrage qui sont importants. Et je vous laisserai aussi la parole pour que chacun puisse illustrer l'importance de bien cadrer le projet aux démarches. Pour la partie gouvernance et surtout donc pour cette partie début de projet, ce qui est important, c'est qu'au sein d'un groupe, ça soit bien l'intégralité des parties prenantes qui soient impliquées dans le projet. C'est le trésorier, certes, est un des points, mais il faut bien sûr avoir une vision 360, donc ça peut être le trésorier, bien sûr toute la partie RH et d'autres entités, de façon à ce que ce projet ne soit pas un projet uniquement par rapport à des paiements fournisseurs, mais soit bien sur la totalité de l'activité du groupe. D'autre part, il faut aussi savoir que ces sujets qui sont aujourd'hui de gouvernance doivent nécessiter, de toute façon, on l'a évoqué tout à l'heure, au-delà de mettre en place des outils, de fédérer, il y a forcément, et ça c'est indispensable, de garder une piste d'audit sur la totalité de l'activité. Cette piste d'audit doit faire partie d'un point de contrôle avec, on l'a dit tout à l'heure, des formations, car aujourd'hui on s'introduit malheureusement par des outils qui sont du phishing, d'autres moyens. Et là aussi, il faut bien sensibiliser la totalité des collaborateurs pour éviter ce genre de modèle dans les entreprises. Donc, le premier point, je pense qu'il est essentiel, c'est vraiment que, donc, au sein d'un groupe, la totalité des acteurs soit clairement pris dans la définition de la solution qui sera mise en place. Très bien, merci Christian. Je pense que c'est important, le côté global du projet, hein, qui semble être le message clé que Christian veut nous faire passer aujourd'hui. Côté cabinet de conseil, vous avez été effectivement généralement en charge des cadrages de projet. Vous connaissez l'importance pour les clients d'avoir des indicateurs de performance assez clairement identifiés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et comment, quelles sont vos expertises, les KPI que vous allez mettre en place ou la démarche, en tout cas, autour de l'objectif? Alors, cela fait parfaitement écho à ce qui vient d'être dit. Pour pouvoir tirer toute la valeur de ce type de projet, l'enjeu est de pouvoir mobiliser l'intégralité des parties prenantes qui peuvent y être intéressées, non seulement pour alimenter les besoins de chacune de ces fonctions, mais aussi, pourquoi pas, pour répartir le coût que ça peut avoir, puisque bien souvent, c'est une problématique à laquelle on se confronte, et bien évidemment, une fonction silotée qui va tenter elle-même de partir sur ce type de projet va vite être confrontée à des problématiques coût-bénéfice dont l'équilibre pourrait être compliqué à gérer. Comment faire à la racine d'un projet pour réussir à mobiliser cette organisation interne? C'est tout simplement le ROI. Il faut savoir, en premier lieu, avant d'envisager toute industrialisation et tout déploiement ambitieux, savoir démontrer la valeur de ce type de projet. Donc, pour démontrer la valeur de ce type de projet, tout simplement, on peut envisager de faire une première étape sur un périmètre restreint, une entité, un pays, une BU, de manière à pouvoir se rassurer sur ce qui ressort de ce type d'outil, les faux positifs, l'accélérateur effectif que c'est en termes d'efficacité opérationnelle, et puis la capacité à effectivement limiter le risque de fraude. Et c'est dès lors qu'on aura pu démontrer ce ROI que la bonne parole pourra être prêchée de manière transversale au sein de l'organisation. Et c'est en général lorsque ceci est fait qu'on a une fluidité qui se met en place et une mobilisation qui se met en place pour accélérer ce type de projet. C'est très clair, merci beaucoup pour ça. Alors, une fois qu'on a un projet qui est global, en tout cas dans le positionnement, on a défini des KPIs, voir qu'on a isolé effectivement un premier pilote. Le second enjeu qu'on voit ensemble, c'est celui d'être très clair sur les besoins,
chaque corporate par rapport à la question de la fraude a quand même des spécificités, donc il faut les identifier, il faut les exprimer. Et là aussi, je pense que vous avez des choses à nous dire. Si je prends le projet dans sa fonction initiale, au-delà de la fraude, tout projet commence effectivement par une expression de besoin pour ensuite arriver vers les solutions. Et au niveau de la fraude, il n'existe pas un type de fraude bien spécifique. On a N solutions qui vont venir se coller derrière. Donc, il faut bien donner le besoin. Et ce besoin va dépendre, en fait, vous êtes une entreprise franco-française avec des virements qui sont capés, je prends un exemple, à 10 000 euros par rapport à la personne qui les met, et à côté, une entreprise qui est internationale avec des présences dans plein de pays et des montants qui sont différents en fonction des pays. Vous voyez bien que, du coup, la solution que vous allez apporter va dépendre de cette configuration. Donc, il est important que vous ayez le mappage de votre, entre guillemets, de votre entreprise et de façon à pouvoir se dire, je suis une entreprise qui est 100% domestique avec des montants que je connais bien. Donc, vous allez mettre en place une solution qui va vous permettre, en France, bien sûr, d'interdire tous les montants qui partent à l'extérieur, versus l'entreprise qui est internationale, où là, vous allez avoir beaucoup plus d'items de façon à pouvoir surveiller d'assez près la typologie, en fait, des opérations qui sortent. Vous voyez bien que, du coup, la solution que vous allez mettre est très importante par rapport aux besoins que vous allez exprimer. Et nous avons donc quasiment autant de besoins qu'il peut y avoir de groupes. Parce qu'en fait, chacun travaille par rapport à un modèle différent. Et ça, il faut juste l'avoir en tête. Partez bien de ce besoin-là. Ce n'est pas la peine d'avoir une Rolls si vous avez besoin, par exemple, juste d'un détecteur d'un virement qui sort de France. Je prends là juste une caricature, hein. Mais voilà, soyons, j'allais dire, pragmatiques, mais efficaces sur les solutions. C'est très clair, merci Christian, et je rejoins ce point de vue-là. Côté éditeur, nous, on a évidemment des réponses globales et un positionnement autour d'une promesse qui est claire, on le verra tout à l'heure. Néanmoins, comme vous le savez, une gestion de projet, c'est toujours la rencontre d'un besoin clairement exprimé qui permet ensuite de trouver un bon niveau d'accompagnement, la solution adaptée. Et encore une fois, dans la notion d'accompagnement qu'on verra tout à l'heure, être capable de vous dire très tôt, justement, si vous êtes adapté à ce type de solution et la manière dont on va pouvoir co-construire le projet, c'est une notion qui est absolument clé, qui fait la recette magique d'un projet réussi au sein de vos entreprises. Côté, encore une fois, expertise d'une posture plutôt conseil, quels seraient vos mots auprès de nos interlocuteurs pour les aider à justement spécifier leurs besoins? Tout d'abord, c'est appréhender l'existence et la typologie des fraudes qui ont déjà pu être détectées. Une illustration que j'indiquerai là-dessus, on parlait d'un ratio en introductif qui était de 50% des entreprises ayant subi une tentative ou une fraude effective. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Certainement, il y a des entreprises qui sont victimes, qui ne s'en doutent absolument pas, ou qui s'en doutent, mais pas dans la proportion où c'est effectif. Et je vais donner là-dessus un seul exemple que j'ai pu croiser chez un client, pour ne pas dire plusieurs, qui est surprenant, c'est que dans les processus purchase to pay, bien souvent, on va avoir des niveaux d'adressage, notamment des reprochements de factures avec des bons de commande, qui vont être déclenchés à partir d'un certain seuil. Parce que compte tenu de la volumétrie, on estime que en dessous d'un certain montant, ça ne vaut pas la peine d'aller s'assurer ce qui se passe derrière. Or, d'expérience, on peut avoir de très très grosses surprises sur cet aspect-là. Typiquement, une fraude à l'identité bancaire avec quelqu'un qui réussit à usurper l'entité d'un fournisseur et y associer son RIB qui part je ne sais où, peut très bien, chaque mois, adresser une facture de 300 € et personne ne s'en rendra compte et elle sera payée. Donc, typiquement, ce genre de solution va permettre de s'affranchir des contraintes d'échantillonnage et d'adresser une exhaustivité sur les référentiels de tiers et la donnée bancaire associée. C'est intéressant ce que dit Bertrand. Il y a un point vraiment sur le niveau de granularité qu'on doit apporter sur la spécification des besoins. Merci en tout cas pour vos lumières sur ce point. Le troisième point important, la troisième étape clé
pour jalonner votre projet. On en a parlé tout à l'heure, on va y revenir, c'est une notion évidemment qui est clé, notamment dans les projets qui sont globaux, qui sont pas tout à l'heure de l'importance d'avoir une vision globale d'un projet. Bertrand Fitt nous parlait aussi de cette importance d'aller justement très en amont se préparer à l'arrivée de ce budget-là, notamment quand il y a du pluridisciplinaire. C'est-à-dire que dans Purchase to Pay, il y a la direction achat, il y a la comptabilité, il y a la trésorerie, il y a le CFO, etc. Donc il y a le DSI aussi dont le budget est impacté. Donc il faut prévoir en amont ces aspects-là. Vous avez quelques conseils à nous donner pour aborder sereinement cette phase importante. Clairement, je pense que, en fait, aujourd'hui, comme on parle d'un projet, très souvent, un projet égale ROI. On en parlait tout à l'heure. Or là, on va s'apercevoir que si on calcule un ROI au sens, j'allais dire, théorique du terme, on va très vite se rendre compte que le ROI ne va pas faire ressortir quelque chose d'exceptionnel en termes de résultats. Or, aujourd'hui, quand on conseille nos clients, et je reviendrai sur une anecdote intra-bancaire, c'est de se dire, écoutez, quand vous avez pris la totalité de l'entreprise au niveau des acteurs et que vous mettez un budget conséquent sur la mise en place d'une solution, à ce moment-là, votre ROI, il faut surtout regarder les capitaux potentiels que vous pouvez perdre. Et on va très vite se rendre compte qu'en une journée, on peut perdre N fois l'investissement potentiel au niveau d'une entreprise si jamais elle se fait frauder. Et c'est ça qu'il faut regarder. En fait, la vision ne doit pas s'arrêter à du K € investi, mais surtout à une perte potentielle importante qui peut venir jusqu'à impacter votre résultat annuel. Et ça n'a pas de, entre guillemets, je veux dire, ça n'a pas de prix. Et je prends une anecdote qui est interne. Aujourd'hui, Société Générale investit lourdement au quotidien sur la fraude. Mais pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, pour protéger nos clients, et bien sûr, aussi pour protéger Société Générale par rapport à un certain nombre de sujets. Mais vous comprenez bien que lorsque, étant moi-même directeur de ces projets, quand je mets en place un projet sur la fraude, les capitaux que je vais engager sont largement supérieurs à un instant T donné que le ROI que je vais calculer. Donc c'est là où il faut absolument qu'on soit tout à fait pragmatique, c'est de se dire, OK, j'ai un ROI, il va être au départ négatif. Mais lorsque je mets la perte potentielle qui peut arriver, et à tout moment, 50% des entreprises, on l'a cité au départ, eh ben, ça devient juste, ça relativise énormément, et bien, vous l'avez dit. Du coup, ce n'est pas par rapport à un poste de trésorerie, mais c'est bien sur la totalité du périmètre d'un groupe. Et juste pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, ce qui est important, c'est de voir l'évitement d'une fraude également. C'est toujours le problème de ces dispositifs d'assurance, de prévention. Une fraude détectée et prévenue rentre dans l'appréciation du fameux ROI, étant entendu, comme on l'évoquait, que sur les transactions bancaires, on est face à des flux avec des forts volumes transactionnels, une grande vitesse d'exécution. Et de ce fait, il nous semble absolument impératif, sinon incontournable, d'avoir recours à une puissance à la fois de calcul et de vérification à l'aune des volumétries pour effectivement sortir des macro-indicateurs et des approches statistiques pour en rentrer sur l'identification exhaustive des transactions. Ouais. Un autre élément, on parlait du ROI financier. Évidemment, le point d'entrée, c'est le réflexe, c'est les habitudes d'un comité d'investissement, d'un COMEX, ou quelle que soit l'instance de gouvernance. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, on a le ROI apparent, qui est assez vite et financier. On a le ROI sous-jacent, qui souvent est insoupçonné, et justement faire une démarche de pilote pour se rendre compte de tous les apports que ça peut avoir, étaiera d'autant plus un dossier d'investissement. Quand je dis ROI sous-jacent, c'est la fluidité, typiquement, que cela peut apporter dans un processus purchase to pay, par exemple. Là où on a une perte de temps mirobolant pour les équipes comptables et pour les équipes opérationnelles sollicitées par les équipes comptables pour regrouper des informations, expliquer une anomalie. Dès lors qu'on a une solution qui va être capable de mettre en qualité à la source
un référentiel de tiers, on va avoir une réduction drastique du nombre d'anomalies dans l'aval du processus, produisant un énorme ROI, soit pour de la réallocation sur la tâche de valeur ajoutée, soit, pourquoi pas, envisager une restructuration des équipes. Donc voilà, bien avoir en tête qu'il y a un ROI apparent, mais il y a aussi un ROI sous-jacent qui souvent est aussi important, voire plus important que les premières apparences du ROI direct. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'il y a une convergence globale sur le sujet de ROI. Oui, on investit parce que derrière, on cherche des bénéfices, mais le cheminement intellectuel et la démarche autour de ces ROI, elle est spécifique pour ce type d'outils. Je pense que là, il y a vraiment un point de convergence. Et je crois que c'est là aussi où on voit tout l'intérêt des cabinets de conseil, notamment pour se faire accompagner dans ce type de démarche, c'est d'aller collecter auprès de toutes les parties prenantes, c'est tous les enjeux pour pouvoir construire des business cases qui soient robustes et qui soient complets pour, in fine, avoir les meilleurs outils et les meilleures pratiques sur le marché. Le quatrième point qui est important et sur lequel effectivement on va donner un point de précision sont effectivement étudier les solutions disponibles. On est dans un marché autour de la fraude qui est un marché d'innovation. Les briques technologiques, l'état de l'art autour de la fraude évoluent très fortement avec la disponibilité de la data, avec la convergence d'acteurs qui aujourd'hui mettent des choses en place pour évidemment traiter ce sujet. Et donc, je pense que c'est extrêmement important aussi là, dans cet effet un peu de marché innovant, de savoir où on met les pieds et comment bien benchmarker les solutions pour trouver celles qui correspondra, comme vous avez posé la question, à ces objectifs et à ces besoins. En tout cas, je vais aussi vous laisser la parole là-dessus. Je le disais tout à l'heure, on a quasiment presque autant de solutions qu'on a aujourd'hui de groupes ou de besoins par spécifiques. En fait, il faut vraiment que l'on soit sur un modèle où lorsque vous étudiez en fait là où les solutions que vous voulez mettre en place, c'est de voir aujourd'hui le niveau de maille que vous souhaitez avoir au niveau de l'entreprise par rapport à la vie complexe d'un virement, si on prend le cas d'un virement, et de voir en fait si on part en fait de la fraude sur la totalité du cycle de vie d'un virement qui part de la base tiers jusqu'à son exécution, donc son envoi, ou si on veut juste faire des checkpoints par rapport à des vérifications d'IBAN. Quand on a mis quand on met en place ce décor, on voit très vite que lorsqu'on est sur des solutions, on va dire sur la totalité du cycle de vie, on a besoin d'éléments qui vont aller bien sûr de la vérification d'un certain nombre d'habilitations en interne, etc., pour mettre à jour la base tiers, mais aussi d'outils qui soient en fait complets, performants, qui se basent sur à la fois des référentiels de classe, de l'intelligence artificielle et d'autres données. Il y en parler, on a aujourd'hui une capacité d'avoir de la donnée. Et c'est là où aujourd'hui Société Générale travaille en partenariat avec Transfert pour justement apporter ces solutions, j'allais dire, très complexes et complètes. D'autre part, on a des solutions qui sont beaucoup moins, j'allais dire, complètes, mais tout aussi efficaces pour un autre besoin. D'accord ? Ça va être des solutions qui sont internes à la banque, ou alors des solutions de place du type Cétamel Diamond qui vont venir vérifier, donc c'est un IBAN check, qui va aller vérifier juste auprès de la banque teneuse de compte la véracité de l'IBAN qui est en circulation au niveau du virement. Donc vous voyez, par contre, il faudra bien sûr l'interpréter au sein du groupe pour donner un go ou un no. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs étages et que ces étages, en fait, vont être un point important de décision pour pouvoir bénéficier d'une solution in fine qui, en plus, demain, pourra s'enrichir. On partait d'une solution 1 et on peut arriver sur une solution N en fonction, bien sûr, de l'évolution du groupe. Tout ceci n'est pas fermé. Et demain, potentiellement, du budget qu'on souhaitera y mettre, on en parlait tout à l'heure. Merci Christian, c'est très clair. Côté conseil sur peut-être un prisme très benchmark, comment vous voyez un peu ce type de démarche autour des benchmarks? Quelle est votre posture et votre degré d'accompagnement là-dessus? Alors, en termes de benchmark, assez classiquement, le type de démarche que l'on peut faire, évidemment, on va partir du besoin métier, à partir d'un diagnostic de l'existant et de recueillir
le ciblage le plus pertinent des solutions qui pourront adresser ce que l'on souhaite adresser prioritairement au sein de l'organisation. Et puis, classiquement, en termes de benchmark, l'approche que l'on peut conduire, en premier lieu, ça va être un appro-benchmark, basé sur notre expertise et basé sur de très courtes itérations auprès des éditeurs, des roadmaps évoluant constamment et très rapidement. Il y a un besoin, malgré tout, à chaque fois de se réactualiser. Et puis, dans un second temps, on va avoir un phénomène d'entonnoir où, petit à petit, on va resserrer le périmètre et, bien sûr, approfondir le niveau de questionnement auprès de ces éditeurs de manière à pouvoir passer en revue de manière beaucoup plus détaillée tous les axes d'évaluation que l'on peut imaginer en termes de ROI, en termes de ROI, sinon on revient beaucoup, en termes d'ergonomie, j'étais pas loin, en termes d'ergonomie, en termes de couverture fonctionnelle, en termes de capacité à faire de la gestion de workflow, en termes de dashboard, de plan d'action, et tous les prérequis plus transverses qu'on peut imaginer en termes de sécurité informatique, en termes de conformité RGPD, etc., etc. L'idée dans ce type de démarche, si je prends encore 10 secondes, et c'est souvent une difficulté, pas forcément pour tous les éditeurs, mais au moins pour une partie d'entre eux, et c'est là l'apport qu'on peut avoir, c'est de réussir à faire dépasser aux éditeurs un discours commercial. Souvent, il y a un premier réflexe qui est de dire on fait tout, on est génial, vous allez voir, puis en plus l'implémentation va se faire en 2 secondes grâce à nous. Et toute la subtilité et tout l'enjeu de ce type de démarche est de réussir à faire placer ces éditeurs dans un état d'esprit qui va être un discours de vérité. Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, de manière à pouvoir avoir un choix rationnel, éclairé, et qui va permettre d'alimenter des constructions efficaces du plan de déploiement et du plan d'implémentation de la solution. C'est très clair, merci beaucoup. Le dernier point qui est essentiel. En 2 mots, effectivement, Vianney, on parle, je vois, afficher, former les équipes métiers. Évidemment, un outil seul ne peut rien, ne fait pas grand-chose. Il s'inscrit, je pense qu'on l'a déjà dit, dans des processus, il s'inscrit dans des organisations. Avec des acteurs divers, hein. On parlait des équipes comptables, on a parlé de la trésorerie, on a parlé des équipes finance ou de responsables des master data au niveau des équipes IT. Il faut que les démarches et les solutions qui les outils soient intégrées par tous ces acteurs pour qu'elles soient effectivement efficaces. Très bien, là je crois qu'on couvre tout le spectre. C'est normalement, si vous respectez ces 5 points, vous avez déjà un projet qui se dérisque significativement. Donc vous comprenez qu'on sera aussi avec vous, derrière vous, pour pouvoir vous accompagner sur ces différents jalons. Je vous propose de partir sur une nouvelle partie qui vient préciser les critères de choix maintenant par rapport à une solution anti-fraude. Vous avez votre projet, vous avez votre budget, vous êtes allé récolter les différents besoins auprès des différentes directions. Donc ça, tout ça maintenant est acquis. Vous avez toutes les bonnes pratiques pour pouvoir mener toute la phase de cadrage. Maintenant, un peu de spécificité et un peu d'expertise autour des solutions qui existent. Nous, chez Prosper, on a accompagné maintenant un peu plus de 200 clients autour d'un projet d'équipement pour lutter contre la fraude au virement. Donc, on a aussi des convictions assez fortes sur ce qui fait la réussite d'un projet de lutte contre la fraude au virement. Et on va exposer ensemble et vous donner tous les tips, tous les conseils, les bons conseils justement pour pouvoir ne pas sous-estimer les coûts cachés et comprendre un petit peu les subtilités de ce type de solution. La première chose à bien avoir en tête par rapport à toutes les solutions qui peuvent exister, là honnêtement je pèse bien mes mots, c'est important, c'est quand vous faites de la gestion de risque, c'est d'avoir de la donnée qui soit fiable, la plus exhaustive possible. Je pense que c'est le conseil le plus générique, on a tendance à l'oublier, mais vous allez dans une démarche de lutte contre la fraude au virement, à un moment donné, manœuvrer et travailler avec des évaluations, avec des informations et de la donnée qu'on va vous apporter pour prendre des décisions. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Le premier critère de choix, ce qui va faire que la solution que vous allez adopter va être robuste et va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est le fait quotidiennement d'avoir cette donnée de qualité et la plus exhaustive possible.
Donc là, évidemment, on va pouvoir peut-être donner des exemples ou même revenir sur ces notions d'attaque clinique, l'importance de la donnée fiable au sein de vos univers, parce que ça va être vraiment un des critères qu'il va falloir avoir en tête dans vos benchmarks et dans l'étude des différentes solutions. C'est un premier tour de table sur cette notion de fiabilité et d'exhaustivité autour de la maîtrise du risque, Christian. Absolument. Aujourd'hui, sur cette partie maîtrise du risque au niveau de la donnée, je pense qu'au niveau des groupes, quand on intervient, c'est l'un des points sur lesquels on va appuyer en fait de façon assez importante. La donnée qui est au sein d'un système d'information aujourd'hui, il faut qu'elle soit parfaitement contrôlée. Donc du coup, lorsque l'on met en place des solutions de lutte contre la fraude, si on veut avoir des résultats qui sont, on va dire, exploitables et surtout avec un taux de réussite important, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas uniquement de se dire je mets en place une solution, c'est à partir sur quelles données je m'appuie et qu'est-ce qu'il en ressort pour avoir derrière un état satisfaisant. Car zéro fraude aujourd'hui, ça me semble être difficile, mais ces données-là doivent nous permettre de tendre vers ce zéro. Donc, il est très important de pouvoir avoir une exhaustivité des données internes, donc qui vont aller en respectant un certain nombre de règles. Il y a la partie RGPD que l'on n'enlèvera pas, et heureusement, mais néanmoins, ces sujets-là font partie de la mise en place du projet. Un dernier élément, parce que souvent, c'est une anecdote, on en rigole là autour de la table, le point RGPD est un sujet qui doit être parfaitement traité au niveau des entreprises et des groupes, car effectivement, il protège la donnée, mais au-delà de quelquefois être une contrainte, il apporte souvent derrière des résultats qui nous permettent de protéger et l'entreprise et le salarié, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Merci beaucoup, Christian. Est-ce qu'au sein de vos différents projets chez BrainPoint, vous observez un peu l'incidence d'une donnée non qualitative? Est-ce que vous avez des exemples, des illustrations, en fait des conseils à donner un petit peu à nos interlocuteurs autour de l'importance d'avoir cette donnée fiable au quotidien? Pour être très simple sur ce sujet-là, sur les solutions de fraude, mais sur tout programme de transformation digitale, la donnée, bien souvent, est la pierre d'achoppement. Quand on parle de données, dans tout projet, on a deux types de données. On a les données entrantes et on a les données sortantes. Données entrantes, est-ce que mes sources de données vont être qualitatives? En l'occurrence, si on parle de Trustsphere, le sujet ne va pas trop se poser. Une des vertus de cette solution étant justement de mettre en qualité cette donnée. Mais sur tout autre type de solution, ça va être effectivement un chantier sur lequel il va falloir avoir une vigilance toute particulière en termes de travail préparatoire pour jauger de ce niveau de qualité et se mettre en capacité de pouvoir fiabiliser cette donnée, ce qui est plutôt une vertu d'ailleurs plus large au sein de l'entreprise. Ça, c'était pour la donnée entrante. Deuxième élément, c'est la donnée sortante. Et souvent, ça peut être un premier frein à la prise de décision ou même à l'ambition sur des solutions antifraude pour deux éléments. Le premier élément, c'est la peur de détecter trop de choses. Oh là là, si je détecte trop de choses, je ne pourrai jamais le gérer. En plus, je me mets à risque parce que je le saurai, mais je ne pourrai rien faire. Ça, c'est le premier point. Comment adresser ce point? C'est ce que nous évoquions tout à l'heure. Commencer ce type de projet par un pilote sur un petit périmètre et on voit dans quoi on met les pieds et où on place le curseur. Donc ça, c'est tous les voyants seront rouges, je ne veux pas mettre les pieds là-dedans. Deuxième aspect, c'est oui, mais on connaît ce type de solution, on fait tourner la moulinette et puis on a 75% de faux positifs qui sortent, on ne s'en sort plus et finalement ça nous fait perdre plus de temps en jeu. Donc là aussi, c'est un élément extrêmement important dans la comparaison des solutions et ça doit être un point de vigilance tout particulier. On peut avoir une solution bien pensée. Si en sortant de cela, on a plus d'ennuis que de fluidité dans le processus, on aura loupé le coche. Donc, extrêmement important dans le processus de sélection. Très bien, merci. Je pense que c'est assez clair. Un deuxième point qui est important qu'on n'a pas abordé, qu'il faut aborder, je pense, quand on parle de fiabilité, solidité, contrôle, c'est l'enjeu de la traçabilité. Plusieurs fois depuis le début de ce webinaire, on a parlé de la caractéristique de ces projets qui sont transverses.
Donc, transverse à plusieurs niveaux, d'un point de vue organisationnel, passer d'une équipe à une autre, donc avec de la perte d'informations, et sur lesquels il y a aussi une réalité de silo d'un point de vue technique, puisqu'en fait, dans un processus de paiement, les différents systèmes d'information sont plutôt silotés avec des portails fournisseurs, des ERP, des Treasury Management Systems, etc. Et donc, en fait, la donnée, elle n'est pas forcément exploitable. On sait que historiquement, sans solution digitale, les auditeurs font leur travail et vont faire de l'échantillonnage, mais c'est aussi l'opportunité par ce type de projet de passer un step et d'avoir des solutions qui permettent ces pistes d'audit et plus de traçabilité et plus de transparence. Je pense que c'est un point qui est important pour, notamment quand on parle à des grands groupes. Un petit commentaire là-dessus, effectivement, on se rend compte typiquement que l'AFA, pour tout ce qui est lutte contre la fraude, accorde au moins autant d'importance aux moyens mis en œuvre et à la démonstration qu'ils ont effectivement été mis en œuvre qu'à leurs résultats, même si d'un point de vue de l'entreprise, et si on complétera, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, un outil permet de concilier ces deux objectifs. Absolument. Et je pense que sur cette partie solidité des contrôles, il est indispensable que le garant au sein de l'entreprise de ce projet s'assure, après je veux dire, c'est un chef de projet, c'est un directeur de projet, ça peut être, s'assure en fait de la solidité des contrôles qui sont menés, qu'ils soient faits au sein par le système d'information de l'entreprise et ou par la solution externe qu'il va choisir s'il prend la solution externe et ou la solution de place qu'il va avoir. Donc, je pense que c'est un des leviers majeurs dans le cadre du projet pour s'assurer en termes de continuité, de dire, OK, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, on a trouvé des solutions, on met en place une solution. Le point passage obligé, c'est de s'assurer de cette solidité des contrôles pour justement avoir un résultat in fine qui soit le plus optimum possible. C'est très clair. Merci pour tous vos bons mots. Je pense qu'il est clair de nos interlocuteurs. Et puis, le dernier point qui est important quand on parle de gestion du risque et d'exhaustivité, c'est la partie couverture géographique du risque. Je ferai quelques mots là-dessus pour cet élément qui est important. Aujourd'hui, évidemment, dans une politique de gestion de risque, on va chercher à avoir la donnée la plus exhaustive possible. Je parlais d'Edadlar tout à l'heure, de la mise à disposition de la donnée. On est aujourd'hui en capacité, avec des solutions contre la fraude, de sortir de l'aspect purement domestique du contrôle et d'avoir des expositions autour de la gestion de risque qui sont plus internationales, avec des enjeux, honnêtement. Vous savez, vous connaissez, Christian, le représentant, il pourra vous en dire, mais les initiatives bancaires qui permettent localement de faire des choses qui sont très pertinentes autour du contrôle des rives. Ces initiatives, elles naissent tout autour du globe et c'est un travail, notamment des solutions comme Trustfair, de prendre contact avec elles, de les agréger au sein d'une plateforme unique. Néanmoins, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qui se consolide. Et donc, c'est aussi important pour nous, en termes de conseils, de vous présenter un petit peu quel est l'état de l'art et comment nous, en tant que solution, on arrive justement à présenter la best alternative disponible sur le marché pour pouvoir vous accompagner sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a un petit mot que vous dire là-dessus. Un petit complément, vous avez tout à fait raison. En fait, le sujet aujourd'hui sur l'international, c'est que nous avons plusieurs modèles de vérification d'IBAN, qui s'appelle IBAN Check, qui s'appelle. Et en France, on a Diamond, mais ailleurs, nous avons plein de solutions. L'objectif aujourd'hui, et d'ailleurs la Commission européenne sur cette partie-là, parce que, en fait, le paiement devient de plus en plus instantané. Instant Payment en est un exemple, il y en a d'autres. Impose, va en tout cas demander très rapidement à ce qu'il y ait un modèle de vérification d'IBAN au moins au niveau de la zone CEPA. Vous voyez que tout de suite, on arrive à un modèle déjà bien plus important que la France ou les pays frontaliers. Nous avons d'autres environnements qui sont des environnements du SWIFT qui travaillent sur le sujet au niveau international, de l'EBA qui travaille aussi. Et Trustfair arrive à sommer tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité dans un monde où le paiement bouge énormément et surtout le paiement va de plus en plus vite de façon à pouvoir donner en fait cette dimension européenne voire internationale. Très clair. Merci Christian. Je pense que ça intéresse beaucoup les interlocuteurs de connaître justement les faits d'actualité et puis un peu la réalité de ce marché-là qui se structure. On croit que ce sont des questions qui arrivent souvent aussi sur de ces projets-là. Et on est là avec nos partenaires bancaires, avec les conseils et les côtés éditeurs
pour vous apporter justement le niveau de connaissance suffisant pour pouvoir prendre les bons choix et pour pouvoir aussi choisir avec le bon éclairage, en tout cas, des solutions qui vont vous accompagner, avec les bons niveaux aussi autour de la valeur et des contraintes de marché. Je vais passer au deuxième point qui nous semble absolument important pour la réussite et pour le choix d'une solution robuste pour traiter le sujet de la fraude au virement, qui est la partie interopérabilité. Trustper est positionné plutôt sur l'accompagnement des grandes entreprises autour de ces sujets-là, donc ça rend ce sujet encore plus, je pense, prégnant pour vous, puisque l'interopérabilité, c'est souvent un des critères de choix des DSI pour choisir une solution, et on va donner un petit peu de détails sur l'importance de choisir des outils qui vont être adaptés à vos systèmes d'information. Si vous achetez un outil demain qui a la donnée la plus pertinente possible, mais que vous n'êtes pas capable de l'exploiter, que vous n'êtes pas capable d'intégrer au système d'information, vous allez vous faire retoquer sur vos objectifs, et donc c'est important d'appréhender ces sujets. Donc la possibilité d'intégration flexible, nous chez Trustper, on l'a en partie adressée avec un programme partenaire en mappant les différents éditeurs de la place avec qui vous travaillez, donc les portails fournisseurs d'une part, les ERP plus en aval, et puis ensuite les trésoreries management systems, les TMS, avec qui nous travaillons quotidiennement. Donc aujourd'hui, nous avons dans cet horizon-là, dans cet objectif-là, une roadmap qui est assez précise. Déjà, la première, c'est de délivrer toute la valeur de Trustper et de la plateforme au sein de connecteurs natifs dans ces systèmes d'information, de garantir évidemment une bonne expérience utilisateur dans vos processus, qui est un point aussi important pour l'adoption derrière de ce type de projet. Et puis évidemment, ça vous l'avez compris, ça répond aussi à un objectif de sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, pas une incorporate ne prend des solutions comme Trustper sans avoir comme objectif évidemment la sécurité. Ça fait partie de la promesse même du projet. Et donc le fait de se synchroniser, d'être connecté nativement à votre système d'information, on va évidemment baisser le taux de traitement manuel des informations, et donc on va augmenter ce niveau de sécurité de manière assez naturelle. C'est vraiment un point qui est extrêmement important, qu'il faut absolument avoir dans les radars quand vous voulez mener un projet, au risque encore une fois, d'acheter des solutions qui ne sont pas forcément exploitables sur le moyen ou le long terme. Peut-être je vais distribuer la parole sur le deuxième item, sur la partie justement bancaire et cabinet de conseil. Vous connaissez aujourd'hui l'augmentation un peu des standards pour des DSI en termes de sécurité. Est-ce que vous avez des illustrations ou des anecdotes à nous donner sur ce point-là? C'est un retour d'expérience bref. Effectivement, on a tous les enjeux RSSI, DSI, RGPD, devoir de vigilance, etc. Le plus souvent, il y a des exceptions, le plus souvent ce qui ressort de nos démarches de sélection, c'est que c'est un facteur qui n'est pas vraiment différenciant. Pas différenciant, avec des exceptions, comme je l'ai dit, et donc ne serait-ce que pour la parfaite conformité du processus, il faut s'attarder avec scrupule sur toutes ces dimensions des solutions. Très clair. Peut-être côté banque, est-ce que vous avez on sait que dans le partenariat qu'on a fait, il y a la question de la sécurité toujours importante. La sécurité reste le motif le plus important. On est un établissement bancaire et on a une attention très importante sur la sécurité. Au-delà de l'intérêt de la solution, la sécurité est prégnante, bien sûr, vis-à-vis de nos clients communs et c'est toujours notre priorité absolue. Et on le comprend. Un dernier item, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure quand on parle d'interopérabilité. Il y a évidemment les enjeux de l'expérience utilisateur, donc l'ergonomie des solutions. C'est évidemment des travaux qui ne se font pas de manière solitaire quand on est un éditeur, des travaux de co-construction qui se font, puisque quand on bâtit un connecteur natif, on se synchronise avec les équipes techniques de nos partenaires pour pouvoir justement respecter. Trustper se positionne plutôt comme une brique qui vient s'adosser à un système d'information existant. On collabore évidemment avec les designers et la partie infra de nos partenaires pour pouvoir apporter à l'utilisateur final toute l'expérience qui permettra encore une fois une adoption et une bonne rétention d'outils, ce qui est aussi un élément important, vous qui êtes peut-être chef de projet en interne. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez compris sur la partie interopérabilité, il y a trois objectifs. Un, c'est le premier, c'est la sécurité, une solution qui est
qui est intégrée, une solution qui évitera des tâches manuelles et donc qui garantira une meilleure sécurité. Il y a aussi le côté, une solution qui respectera les standards d'une DSI aujourd'hui vraiment en groupe, donc la partie stockage, la partie infrastructure vont être importants. Il faut que vous ayez des garanties sérieuses quand vous parlez avec un interlocuteur externe de ces sujets-là pour que vous ne soyez pas à risque sur vos propres sur vos politiques de sécurité. Et puis, troisièmement, important, pensez à vos users, choisissez des solutions qui mettent vraiment de l'investissement sur l'adoption, sur l'expérience utilisateur. C'est aussi un sujet important pour la garantie pour la réussite de ce projet. Le troisième point qu'on attend tous, et ce sera un des points finaux, un des trois grands axes qui sera important, c'est la partie accompagnement. Je pense que quand on a une banque autour de la table, un cabinet de conseil, un éditeur, on est très sensible à ces sujets d'accompagnement. Parce que derrière, effectivement, on cherche la collaboration à long terme, et vous cherchez aussi dans des solutions qui vous accompagnent sur le long cours. Et donc, c'est des choses qui s'étudient et qui se cadrent. Il faut avoir comme critère de choix très tôt ces critères d'accompagnement. Il faut que vous ayez des preuves concrètes et réelles de la qualité de cet accompagnement qui va vous suivre tout au long de la vie d'un contrat ou de la vie avec un éditeur. Donc là-dessus, je vais aussi distribuer un peu la parole pour que chacun puisse donner son bon mot sur cette notion d'accompagnement. Je vais m'autoriser la parole, du coup. Accompagnement, effectivement, Vianney, c'est vraiment à chaque étape. Donc, ça veut dire bien en amont déjà du projet, l'accompagnement est important. Je sais que pour Société Générale, on met à disposition de nos clients des cash managers. C'est un terme certes anglo-saxon, mais qui donne bien le modèle en fait de nos technico-commerciaux qui vous accompagnent déjà sur l'enregistrement de vos besoins, la capacité à voir votre fonctionnement puisque vous êtes client, donc on vous connaît. Ensuite, c'est de pouvoir vous proposer des solutions, donc avec nos partenaires ou des solutions internes. Mais une fois que le projet est lancé, là aussi, c'est de vous accompagner durant ce projet. Et enfin, de vous accompagner aussi lors d'une conduite du changement qui se fera au sein du groupe pour justement, on en parlait tout à l'heure, que l'ensemble des collaborateurs s'approprient le sujet de façon à vous donner satisfaction in fine. Vous voyez bien que l'accompagnement est un modèle de fonctionnement qui est indispensable pour la mise en place de ce projet. Ceci étant dit, c'est vrai pour tous les projets quand on l'intègre dans un groupe. Tout à fait, tout à fait. C'est un mot, justement, on a la chance d'avoir un cabinet de conseil aussi qui, je pense, est assez sensible à ces sujets. Et je suis évidemment complètement en phase. Je suis peut-être un peu en conflit d'intérêts, mais je viens de le révéler, donc il n'existe plus. Effectivement, c'est une dimension qui est souvent perçue comme une couche supplémentaire qui peut être coûteuse. Ça me paraît indispensable pour appréhender la complexité du projet et se mettre dans des conditions de réussite rapide. Accompagner évidemment initialement dans le recueil du besoin, appréhender sur un enjeu important et qui n'est pas toujours évident, c'est comment bâtir ce dossier, ce business case pour convaincre tout le monde en transverse. Appréhender aussi l'anticipation du déploiement, comment s'y prendre, à la fois pour une efficacité de déploiement technique, une efficacité dans l'embarquement des équipes. Appréhender les interopérabilités que nous évoquions, que ce soit avec un ERP côté métier ou que ce soit dispositif de maîtrise des risques. On parlait de traçabilité et de capacité à faire des reportings là-dessus. Et puis, bien évidemment, mise en place, définition de processus qui viendront enrichir le traitement de ces anomalies. C'est très clair, merci beaucoup. Donc, je pense que d'un point de vue global, je vais juste résumer un petit peu les trois grands axes pour que vous ayez bien en tête d'un point de vue global les critères de décision qui vont faire la stabilité d'un projet. Ça va être vraiment de s'assurer d'avoir la donnée la plus fiable, la plus robuste possible, la plus activable au sein de nos environnements. Il y a toute une notion autour de l'interopérabilité. Prenez des solutions qui vont vous permettre d'aller servir aux objectifs de sécurité en interne. Et puis évidemment, le sens de l'accompagnement pour pouvoir en avant de projet, en cadrage, mais aussi en run, d'avoir les bons interlocuteurs qui vont vous permettre de créer de la valeur sur ce projet-là. Vous voyez ici, on approche de la fin, il reste 5 minutes, je vais faire un temps de questions-réponses. Pour information, on souhaitait vous servir un peu de valeur au sein de ce webinaire. Vous avez du coup cette petite checklist qu'on va vous envoyer dans le replay. Cette checklist, elle permet justement d'avoir une synthèse un petit peu de cet échange autour des critères de choix des solutions. Gardez-la sur le coin de votre table pour pouvoir designer votre prochain projet et vous éviter justement peut-être des coups cachés ou des faux pas qui pourraient être coûteux ou dommageables. J'en finis
par ce propos et on va peut-être passer par une phase de questions-réponses si vous voulez bien. Il y en a quelques-unes dans le chat depuis tout à l'heure. Je vais essayer de vous les lire et d'y répondre. Alors, j'ai une question peut-être que je vais la poser à Christian. L'instant payment est-il générateur de fraude? Au contraire, apporte-t-il plus de sécurité? Alors, ça sera une réponse intermédiaire. Instant Payment n'est pas un générateur d'une fraude supplémentaire aujourd'hui au niveau des entreprises, car nous avons mis en place un certain nombre de modèles qui nous permettent de le voir. Là où il est important aujourd'hui, c'est qu'en France, aujourd'hui, nous n'avons pas encore suffisamment de recul au niveau des entreprises, car encore peu d'entreprises l'utilisent, mais on est convaincu que 2023-2024 va être des années où les entreprises vont rentrer clairement sur de l'instant payment, surtout avec la volonté de la Commission européenne, comme je l'ai indiqué. Donc, à ce stade aujourd'hui, je ne vois pas d'augmentation, on va dire, de la fraude sur l'instant payment, puisqu'elle est verrouillée à toute étape. Et comme on se le disait tout à l'heure, si on a une solution de fraude efficace au niveau du cycle de vie d'un virement, que ce soit un virement SCT ou que ce soit un virement IP, le résultat au niveau de la lutte contre la fraude sera le même. Très bien, donc le conseil de banquier, équipez-vous en amont et derrière les solutions bancaires qui arrivent, elles sont sécurisées par défaut, voire même il y a des efforts autour de ça, mais ce sont deux sujets qui cohabitent, hein, donc important. Il y a une seconde question, je vais plutôt distribuer côté conseil. Oui. Comment définir correctement son besoin lorsque les scénarios de fraude évoluent tous les jours? Alors, ça, merci pour cette question. Oui, c'est vrai que quand vis-à-vis de la fraude, on a toujours l'impression de courir après. Ce que j'indiquais au tout début du webinaire, c'est de dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de fraudes sont détectées grâce aux dispositifs de contrôle interne. Donc, notre conseil, c'est de ne pas courir et de perdre le nord en essayant de se dire il faut que je couvre tous les cas de fraude possibles. Il s'agit, on est convaincu, de déjà mettre en place des dispositifs de contrôle interne qui réduisent les opportunités de fraude. Et typiquement, des solutions qui permettent d'attaquer de manière exhaustive et de manière timely, c'est-à-dire au moment où des ajustements ou des malversations peuvent se produire, détection rapide de suspicion de fraude, permettent déjà d'adresser et de réduire fortement la réalisation de cette fraude, réalisation, comme disait Christian, étant le virement effectif qui est part et qui ne peut pas être entravé. Un élément pour compléter là-dessus, on parlait de la transversalité, besoin de mobiliser tout le monde dans l'organisation. Il y a une dimension qui est aussi un accélérateur et qui, en l'occurrence, c'est d'autres solutions, le même type d'aspect, mais Trosper, c'est le cas, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire avoir un dispositif qui profite de l'intelligence collective, de la communauté de clients de Trosper, en l'occurrence, qui va permettre d'avoir ce timing. J'ai un client qui détecte un cas de fraude, immédiatement, toute la communauté est au courant et ce RIB en question est bloqué. Et juste pour compléter là-dessus, on regarde que sur le côté cybercriminalité, une des mesures principales des nouvelles réglementations, Nice par exemple, comme la loi de programmation militaire, était cette obligation de communication. Donc ce partage d'informations et cette collaboration est un élément essentiel. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais juste vous remercier, vous, interlocuteurs, qui venez nombreux sur ce webinaire pour écouter les nouvelles bonnes pratiques pour réussir son projet contre la fraude au virement. J'espère que le format vous a plu. On vous renvoie en next step ce support pour que vous l'ayez entre les mains. Je remercie tout particulièrement les interlocuteurs, Christian, Bertrand, Philippe, pour votre présence et votre pertinence sur ces différents propos. N'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez des questions plus spécifiques. Nous sommes à votre écoute pour justement vous accompagner au plus près de vos besoins dans la définition, dans la réussite de vos projets. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Excellente journée.